Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode déjà du Jardin des Sources. Ça veut dire que ça fait déjà plus de 2 mois qu'on tient le rythme hebdomadaire avec Pierre. Comment ça va, Pierre ? Ça va très bien. J'avais une petite question à te poser d'ailleurs, assez courte. Oui. Quel est ton ressenti et le bilan que tu ferais de cette expérience ? Il y a plusieurs plans. Celui de l'échange ensemble. Et est-ce que ça peut être utile à des amis qui peuvent nous écouter C'est une grande question parce qu'on ne sait jamais complètement si quelqu'un peut utiliser à son profit ce que modestement on peut avancer comme idée. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je voudrais répondre à la personne qui trouve, et je trouve ça intéressant par contre, que je dis toujours la même chose, ce qui est incontestable. C'est, dans le fond, tout ce que je peux penser se réduit au « to be or not to be » de Shakespeare. Être ou ne pas être. Dans l'idée que faire disparaître l'être, c'est dans l'objet qui disparaît, et que c'est deux mondes dans lesquels on travaille à ne plus être, justement. Et c'est vrai que ça peut être répétitif, sauf si cette vision, qui est la vision que nous mettons en avant certainement de où nous sommes et où nous voulons être dans notre être, eh bien, c'est quelque chose qui se diversifie d'une manière étonnante à travers la vie des autres. C'est pas dans le principe. Dans le principe, c'est un peu lassant, c'est vrai. On a compris ce dont il s'agissait. Mais dès que quelqu'un peut se sentir touché par sa propre vie et témoigner, je trouve que c'est ce qui donne une dimension à ce que l'on peut échanger tous les deux. Si c'est en soi, c'est rapide, hein. C'est vrai que c'est répétitif. C'est répétitif parce que ça n'a de sens que si ça peut s'enraciner dans l'existence des autres. Oui. Et là, il y a une diversification des chemins multiples, ça devient passionnant. Après, je trouve qu'il y a une nécessité à la répétition pour autant que ce sujet soit caché de chacun. Oui. Dans ce que j'appellerais le grand mensonge, de se cacher de la blessure que l'on porte en soi et de cette souffrance qui est aussi une forme de nécessité de l'incarnation. Et on retrouve du déni, du non-dit. Bref, tout sera maquillé, dissimulé, caché. Et finalement, l'aspect répétitif que tu peux produire est la nécessité du prêcheur dans le désert, en quelque sorte. Donc, on l'entend un peu nulle part. C'est-à-dire que la notion que tout le monde va bien, et pour le coup, elle est bien plus répétitive à l'échelle, où je dirais que chaque individu le prône, peut-être qu'une seule fois, mais ça fait quand même plus de 7 milliards de menteurs. J'espère que celui qui a dit ça t'a écouté et qui va méditer, pas le reproche, mais l'argument de l'aspect répétitif de ce que nous disons. Oui, alors je parle, c'est pas une personne en particulier, c'est plus, je dirais que c'est plus une idée générale concernant la forme, entre autres, le fond aussi, mais dans l'idée de répéter des phrases propres à Socrate ou voilà, d'avoir cette bon, ça te ressemble, c'est un peu propre à toi aussi. Oui, tout ça à fait partie de ton trait de caractère en dehors de l'émission aussi. Cette notion de répétitivité
elle t'appartient Oui. et elle forme aussi la nature de ton être en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Donc c'est on la, vrai. on la prend ou on la laisse. Mais c'était pas un reproche, c'était plutôt un clin d'œil. Voilà. Je remarque que tu es en forme ce matin. Non, je suis plutôt fatigué. Et oui, mais t'es en forme quand t'es fatigué. Ouais. Oui, c'est l'énergie du désespoir. Tu sais, Ah oui. en boxe, Ah oui. on dit qu'on se met à bien boxer une fois qu'on fatigue. Ah Parce oui. qu'on ne peut plus faire Ah usage oui. de la force. Ah, On est obligé d'être technique. ça c'est intéressant, oui. Il C'est nous très reste, intéressant. ouais, il nous reste plus que ça. Et je dirais aussi que c'est un peu la notion de survie. Il y a que, enfin, en danger, Ouais. on a une plus grande acuité. Oui. Parce que quand on est en sécurité, finalement, on n'est plus sur ses gardes. Ouais, Alors ouais, non, ouais. être sur ses gardes en soi. Mais je te dirais oui, effectivement, en ce moment, je ressens une fatigue qui doit être en partie induite par ma condition physique, puisque j'ai été Oui. opéré il y a peu de temps, j'ai repris le travail dans la foulée, Ouais. et je laisse assez peu de place pour le repos, ce Ouais. qui est le fruit de mon expérience de vie depuis Ouais, longtemps, ouais, depuis peut-être ouais. la naissance même, parce que je suis à la fois quelqu'un de très énergique, Oui. donc j'ai une dynamique vitale qui m'impose un peu malgré moi, le désir de constamment être en mouvement. En plus, j'ai une certaine imagination, donc il y a l'aspect créatif qui prend toujours le dessus. Mmh. Et du coup, c'est une sorte de rouleau compresseur que j'ai du mal moi-même à canaliser, que je ne Ouais. canalise pas en vérité, dont je Ouais. suis tributaire. C'est Ouais. pas un choix. Ouais. Voilà. Je m'enorgueillis pas d'avoir une créativité et une énergie débordante. C'est ainsi que je suis. Et on peut rajouter à ça le fait que je sois effectivement physiquement fatigué, atteint, je pense, parce qu'une arthroscopie c'est quand même lourd. Et j'ai pas pris beaucoup de vacances depuis que je travaille. Et il y a une forme aussi de rébarbativité dans mon travail. Et je crois que, je veux pas dire que je suis en dépression, hein. Loin de T'as là. pas l'air, hein. J'ai une petite fatigue qui est induite, je pense, par le manque de découverte. J'ai l'impression de piétiner. Ouais. Alors, est-ce que, docteur, est-ce que ce serait induit par la notion d'utilité? Parce que dans le fond, je me dis à quoi je sers? À quoi ça sert? Est-ce que c'est une illusion, finalement, qui apporte le bonheur de servir? Ou est-ce que c'est le manque d'exaltation par la répétitivité? Je l'ignore. Mais en tout cas, je fatigue un peu, effectivement. Oui. C'est plutôt, alors tu connais mon idée sur l'aspect conceptuel qui est limité, mais par contre, je trouve qu'il ne faut pas négliger l'aspiration. L'aspiration en soi de quelque chose d'autre, probablement qu'on est appelé à vivre. Mhm. Alors moi, je minimise pas, mais qui te, comment dire, déséquilibre un peu dans ton appréhension, c'est un bon signe. Ça veut dire peut-être que tu es déjà ailleurs. Et ce être ailleurs, c'est peut-être plus proche de toi que ça ne l'était quand tu pensais être à ta place dans ton Mhm. travail. Je veux dire que ce ressenti qui me désarçonne est finalement un élan de vie vers une transition nouvelle. Oui. Le fait de devoir changer de place et avancer, hein, sans pour autant renier là où je me trouve actuellement, Oui, bien mais sûr. qui ne correspond plus à la nature de mes aspirations actuelles. Oui, oui. Mais c'est jamais évident. C'est que toute forme de changement induit des problématiques. En tout cas, Je pense que c'est jamais évident parce que c'est pas une propriété. oui, oui, oui. Je prêche un converti, si je puis dire. Et c'est très important. Le chemin qui s'ouvre à nous quand on a cette passion d'une vérité et d'un chemin vers soi est une grande inconnue. Mhm. Une terra incognita, comme on dirait, une terre inconnue. Et c'est bien de laisser ce chemin se dessiner à nos yeux, sachant qu'il va se passer quelque chose, mais qu'on peut le regarder comme s'il se passait rien. Oui. Ou alors, oui, c'est un peu comme de dire que le malaise que l'on porte en soi, c'est le fait de désinvestir le monde des certitudes. Oui. Et la certitude a un aspect chaleureux elle nous engonce dans un cadre Oui. qui, nous le croyons, nous sécurise. Oui. Alors qu'en vérité, elle Oui. nous Oui. fossilise, comme Oui. tu dirais. Oui. Et c'est vrai qu'elle se...
Aussi, ce que tu dis dans le fait que ça nous sépare non seulement de nous-mêmes, dans le paraître et dans nos pathologies, celle de l'objet en particulier, mais pas que de nous. Ça nous sépare des autres. Et il vient une passion qui t'est assez naturelle dans ton travail, qui est quelque chose de cultiver, d'approcher et de vivre quelque chose avec les autres. C'est très fort en toi, ça. C'est-à-dire cet exil de toi-même, comme le mien, qui était lié à une histoire, c'est beaucoup estompé. Et on le sent parce que quelquefois, il y a quelque chose en soi qui fait qu'on reprend de mauvaises habitudes. Oui. Tu l'as vu avec moi il y a pas longtemps, où j'ai laissé vivre en moi une certaine forme de violence parce qu'on approche de cet univers, la fragilité qui nous réalise dans une vérité de nous. Mais en même temps, on sent comme une joie, mais en même temps, on sent qu'on est plus fragile. C'est ça qui est marrant, c'est que quand on s'éloigne de soi, finalement, on emprunte la voie tout de même de la colère, donc d'une certaine représentation de la force. Et quand on se rapproche de soi, c'est comme tu le dis, la fragilité, en tout cas le malaise, le mal-être. On sent qu'en soi quelque chose ne va pas, qui a plus de chances de conduire à quelque chose d'heureux Oui. que l'univers où on a vaincu Oui. par la force et la violence, où on domine finalement son rapport aux autres et qui ne mène nulle part. Et ça, c'est une certitude. Et c'est jamais évident de réussir à aborder le malaise que l'on porte en soi, comme tu sais si bien le décrire, tu vois, plutôt que de me passer la pommade et de me dire c'est pas grave, ça ira mieux. Ben, toi, tu considères qu'aller mal, c'est déjà aller mieux en quelque sorte, parce que c'est la forme du changement et d'emprunter le sens qui est le nôtre et ça porte un message en soi en fait. Oui. Mais toutes les transitions sont toujours, comment dire, portent en elles quelque chose qui va nous faire subir une difficulté, celle de nous remettre en question aussi. Et ça nécessite un certain courage ou une certaine honnêteté envers soi-même. Et des fois, ça nous fait nous poser la question aussi de savoir si est-ce qu'on a été légitime. Je parle à ses propres yeux. Mais est-ce qu'on s'est pas paumé, tu vois, parce que ça remet un peu tout en question finalement. Oui. Et soit on essaye de l'affronter, et dans ce cas-là, on passe quand même un sale moment, je pense. Je parle de ça sur l'aspect sensitif. Soit on le refuse, on le réfute, et on justifie un personnage pour se dire non, justement pour parler du grand mensonge. Tout va bien. Et on va persévérer dans la voie de se cacher de soi-même, de ses ressentis et de ses affects, finalement. Et quelle que soit la forme de sa structure émotionnelle, il faut tenter quand même de l'aborder et de ne pas la rejeter. Alors quand ça va bien, c'est facile. Oui. Et on doit souvent se méfier même du fait d'aller bien, de savoir si c'est le fruit de sa structure émotionnelle ou d'un mensonge que l'on se projette à soi pour se rassurer en quelque sorte. Mais c'est pas évident à vivre. En revanche, de se sentir mal à l'aise, mais en même temps, c'est une vérité. On peut pas s'inventer. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des affabulateurs de la souffrance ? Non. Je pense par contre, je trouve tout ce que tu dis passionnant, mais ça évoque en moi l'idée que, pas une idée seulement, mais un ressenti, que revenir à soi, c'est revenir à une confrontation, qui est une blessure profonde et qui a justifié qu'on devienne quelqu'un d'autre que soi. Et ça, on nomme pas ça, alors que c'est le moteur, on en parlait pour notre soirée d'hier, sans donner de précision, mais cette souffrance fondatrice est le moteur du fait que légitimement on ait choisi de ne pas être soi, étant donné que c'était tellement coûteux d'être soi-même, et il y a une souffrance réelle. Or, si on se rapproche de soi, on se rapproche du tortionnaire aussi, et de la cause de notre souffrance. Et je veux dire, de cet impératif catégorique que si on veut s'en sortir, il faut se maquiller et se confondre à l'objet, qui est la forme de violence préférée de la plupart des hommes, moi compris, c'est-à-dire de se dissoudre dans la violence, c'est de simplifier les choses,
Le problème, c'est que c'est pas soi. Mhm. Et cette violence, elle prend souvent la forme dans l'expression des affects, comme il y a une coupure. Oui, oui, On ressent tout de suite chez la personne elle est pas prête à ressentir quelque chose. Elle se complètement. le refuse. Oui, Et en même temps, ça prendra la forme dans ses désirs, d'une atrophie des désirs, mhm. et justement d'une incapacité à pouvoir se connecter à des choses, je dirais, profondes pour les hommes, hein, que ce soit l'acte créatif, l'expression Oui, artistique, oui, oui, de soi, hein, pas forcément même en tant que consommateur, oui, mais oui, même oui, dans le désir oui. de produire quelque chose qui nous parle. Et quand je dis qui nous parle, c'est qui nous fasse ressentir quelque chose. C'est beau ce que tu dis sur l'atrophie du désir. Je trouve ça très profond. Et dans le fond, quand je pense au désir tel que Spinoza l'exprimait, c'est-à-dire l'effort que fait l'homme de persévérer dans l'être, Les auditeurs nous diront que tu l'as déjà dit. oui, Je c'est rigole. vrai, hein, Oui, oui. ils ont raison. Mais persévérer dans l'être, c'est difficile. Mhm. C'est pas quelque chose de facile. Être soi, dans sa fragilité, et le vivant, c'est une fragilité extraordinaire que de vivre. Si on veut rester soi-même, on va être confronté à la contestation de l'être qui est en nous. On va avoir une espèce de violence du monde extérieur, qui soit institutionnel, économique, relationnel, etc., qui veut que nous soyons conformes. C'est-à-dire, il va nous pousser, et d'une manière extrêmement violente, à être quelqu'un d'autre que soi. L'interdit, c'est d'être vivant. Mhm. On en parlait, je crois que c'était hier, sur les morts vivants autour de nous, mais il faut C'était avant-hier. C'était la soirée. avant-hier. Ouais. Et il faut penser qu'à nous aussi, on a été dans cette idée, comme dans l'idée des autres, de se protéger de l'impossibilité de vivre tant. Et le vivre est une. Si on est fidèle au vivant, on est fidèle à une insupportable fragilité dans l'être. Mhm. On en a parlé souvent. Donc, il faut pas minimiser ça. Il y a une légitimité. La réalité que l'on vit, c'est pas d'être, et le projet que l'on a, c'est pas d'être vivant. C'est pas d'aimer et d'être aimé. Le projet que l'on vit, c'est de se protéger. Mhm. Et il n'y a pas plus grande protection que d'être mort. Ouais. Et le non-être, c'est ça. C'est la mort. C'est pour ça que le mort-vivant, c'est une bonne idée. Il faut pas demander d'être heureux. Voilà. Et je dirais que moi qui suis croyant, tout l'évangile, c'est ça. Voilà. C'est quelqu'un qui parle de la vie et de la fidélité de la vie, quel qu'en soit le coût. Et je sais que tout le monde le paye souvent, ce coût-là. Mais c'est l'amour, c'est le pardon, c'est parce que c'est inhérent à ce que l'on porte en soi de vivant. Le personnage, dans sa pathologie de violence, il se protège lui-même par un accès de fragilité. C'est pas un méchant, c'est un fragile. Et je crois que ça correspond et ça rejoint ce que tu dis. Je trouve que c'est beau ce que tu dis parce que tu rentres dans le fond dans ce que nous sommes, toi et moi. Mhm. C'est-à-dire, on le dit souvent, dans le fond, il y a cette dimension dans le vivant de nous, de l'enfance qui s'est arrêtée, et elle a arrêté de grandir, et on reste conforme à la plupart des gens qui se disparaissent dans la norme, dans l'habitude et dans l'absence. Oui, mais tu vois, Oui, vas-y. je sens quand même qu'il y a quelque chose de différent dans le fait que j'essaye, en tout cas, d'exprimer une certaine réalité de mes affects sans les cacher, puisque en plus j'en parle directement dans l'émission, C'est vrai. alors que je devrais me méfier d'autant plus de ce que ça pourrait représenter d'armes pour des ennemis potentiels, qui eux voudraient toujours se cacher d'eux-mêmes en pointant du doigt celui qui oserait montrer ses affects, justement. Et je pense que ça aussi, ça m'affecte. Oui. C'est-à-dire que je ressens quelque chose, et il est plus douloureux pour moi de le cacher que de dire que je souffre. Oui. Parce que je sens qu'il y a comme un éloignement de moi-même si je venais à porter le masque de la bienséance sociale, celle de dire que « Ah bah oui, comment ça va ? Ah bah oui, ça va, tout va très très bien. » Et je ne
ne supporte pas l'idée du mensonge, et tu le sais, Ouais. parce qu'elle est raccrochée à une blessure d'enfance, Oui, en plus. oui. Et je pourrais pas faire revivre cette blessure-là en la portant. Je dis pas que je n'ai jamais menti. D'ailleurs, à chaque fois que je l'ai fait, je me suis moi-même dénoncé ou j'ai fini par me faire avoir en m'en voulant ou alors en disant que c'était bien fait, voilà. Ouais. Et donc je me verrais pas me cacher de mes affects, c'est pas possible. D'autant plus que on peut pas se cacher de ses affects et respecter sa volonté créatrice. C'est impossible. C'est diamétralement opposé. Je parle de musique, on peut être un très grand technicien, mais si on donne rien de soi, ce sera pas vivant, quoi qu'il arrive. Et on le saura tout de suite. Hein. On en a connu des virtuoses morts. et, et je pense aussi que ça m'affecte, tu vois, de voir autant de gens, sans prétendre être différent des autres, hein, mais de voir qu'autant de gens participent au grand mensonge. Voilà. Parce que je me sens pas dans l'esprit de les juger, mais Je comprends. dans l'idée même de porter le poids d'une certaine solitude. Si tu me permets, Hugo, par amitié, je vais t'affecter davantage. Une expression, je dirais, un langage, je crois beaucoup au langage et à la dialectique, dans le fond de ce cheminement dont tu parles magnifiquement, c'est qu'à un moment, ce qui nous affecte est fait pour... C'est en raison du fait que ça nous affecte qu'on choisit. Je dirais, symptôme qui est certain, de mon point de vue, c'est l'ailleurs de nous. Quand on commence à regarder l'autre ou les autres, on peut toujours dire que ça nous affecte, mais en définitive, leur infirmité nous est utile à avoir un comportement par rapport à nous qui justifie un regard qui est à l'extérieur de nous, parce que ce regard, qui est un chemin vers soi, à l'intérieur de soi, nous est extrêmement difficile en raison de cette blessure dont tu parlais magnifiquement. Et là, je dirais, c'est les fameux, on l'a fait dans un des podcasts, les deux chemins, les deux visages. C'est le monde de l'ailleurs, de l'autre, et le monde de soi et de l'intérieur. Tu ne vois pas le mal ou la réalité des autres, parce que tu peux pas la voir qu'à travers une volonté pathologique du monde que tu veux voir comme tu veux qu'il soit, qui est une forme de puissance. C'est le maître mot, tu es d'accord avec moi? Dans l'idée, je pourrais dire par exemple, schématiquement, en gros, moi, dans l'intime, plus intime de moi-même, je porte ma blessure qui actuellement me fait souffrir, Oui. et du coup, je la projette sur l'univers extérieur d'une réalité qui est hypothétique, mais que je pourrais pas atteindre parce qu'elle ne concerne que l'intimité des autres. Et cette puissance de regarder le monde extérieur, Oui. c'est une manière de soigner, comment dire, la difficulté d'être dans ce que tu es vraiment. Mais alors cette présence et cet intérieur de toi, comment est-ce qu'il peut avoir une vie possible? C'est une bonne question, ça, quand même. C'est pas tout de dire qu'on se rapproche de soi. Est-ce que ça, on l'a déjà fait, puisqu'on est né dans cette proximité avec l'être en soi, qui est une merveille. Mais on n'y est pas bien arrivé parce que il y a autour de soi, c'est évident, la violence des autres et de soi-même contre soi. Donc, qu'est-ce qui fait... Alors là, j'ai des questions à te poser. Oui. Quand ton rapport au professionnel, etc., est-ce que quelquefois, par inadvertance, il t'est venu une pensée de quelque chose qu'aujourd'hui tu aurais envie de faire? Je ne sais pas, dire tiens, j'aimerais bien vivre ça de cette manière-là. C'est une question, j'en sais rien. Hein. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, dans le fond, et toi aussi,
c'est de savoir, non pas le symptôme de la difficulté que j'ai d'être moi, qui est pas passionnant, encore une fois, c'est une manière de sortir de soi. Mais dans le fond, de prendre soin de soi, de s'accompagner, c'est être attentif, simplement attentif. Où est-ce que je me verrais vivre, désirer vivre ou exister, dans quelle activité ou de quelle manière, pas forcément le réaliser pour l'instant, mais déjà le découvrir dans le désir en moi, déjà que ce soit et se dire, et on le met de côté très vite, ça. Dans le fond, ce qu'on garde, c'est la difficulté à continuer avec les conditions d'aujourd'hui. Il y a une lassitude, mais on ne pense pas que c'est aussi une manière de penser, c'est-à-dire un langage, et que forcément, il y a le désir qui vous porte vers quelque part, qui peut être nommé aussi, même si c'est pas éclatant, comme si tu avais une proposition tout d'un coup qui t'exalte. Mais ça peut venir. Mais dans le fond, quelle est la forme qui correspondrait à ton attente d'aujourd'hui? C'est pas tout de dire que ça te lasse. Il faut que tu te prennes au sérieux. Il y a bien une raison. Mais c'est quand même important de te dire où est-ce que tu ne prouverais pas de lassitude. Au contraire, tu as plus de passion et de désir dans autre chose. Tout ce qui... Déjà, c'est toujours dans mon rapport à l'autre et dans ce qu'il a de difficile pour lui-même à être, dans le domaine physique, ou ça peut être psychologique. Hein, Oui. Et il faut que je puisse évoluer dans un environnement qui va me mettre à l'épreuve. Comment dire, à l'épreuve. Ça, c'est un peu radical. C'est pas à l'épreuve, c'est pas le bon terme, mais qui va mettre en valeur les qualités que je possède et qui va nécessiter en moi de révéler toutes mes ressources. Et j'ai la sensation de ne pas tourner à plein régime parce que j'évolue dans un univers un peu réduit. Voilà. Donc il faudrait que j'arrive à revaloriser la nature de mon activité à l'échelle de mes véritables compétences. C'est magnifique. Ce que tu viens de dire, c'est magnifique. Je te connais un peu. Oui. Et je trouve que tu es complètement au centre, pas du problème, mais de ce qui demande une réflexion. Et c'est complètement vrai, surtout. Tu ne m'étonnes pas quand tu dis il y a du talent, des dons, des aptitudes. On est avec, il n'y a pas de quoi se glorifier. Mais c'est pas satisfaisant tant que cet univers dont tu parles a été pathologique par rapport au regard ou une défense personnelle. Tu as réduit cet espace. Cet espace, tu le reconsidères à travers ta vie. Du coup, tu vas dans un horizon beaucoup plus vaste. Et dans cet horizon, je trouve que tu as raison de dire qu'il y a un talent exceptionnel, une capacité exceptionnelle, qui n'a pas plu à tout le monde, et qu'il a fallu, un peu mettre en situation de veilleuse, je dirais. Et que tout ça revient, que le désir, il est là. Le désir, c'est ça. C'est lié au don que l'on porte en soi, que l'on avait éteint ou avorté quelquefois, en raison du danger qu'il mettait en nous par rapport à l'autre. Et, par exemple, quelqu'un à qui on dirait tout le temps qu'il est con, alors qu'il a des capacités exceptionnelles du point de vue intellectuel. C'est pas une gloire d'avoir des capacités. Il y en a qui sont doués pour la peinture, j'aurais aimé. Je dis ça, mais c'est pas sûr. À 7 ans, j'ai eu le deuxième prix du salon à Paris de Petit Toulousain. Ça a fait la joie de tout le monde. Je sais pas comment. J'ai quand même ma professeure qui s'appelait Estadas de Ripouille, madame. Et je pense qu'elle a quand même beaucoup œuvré dans la peinture que j'ai présentée. Enfin bon, bref, je dis ça, c'est une aparté. Mais il y a ce qui, à un moment donné, si justement on se rapproche du chemin qui mène à nous, eh bien tous les dons et les talents ressurgissent.
et ils vont nous rendre, ils vont nous aspirer, mais d'une manière puissante. On va pas pouvoir faire comme si on était vraiment con parce qu'on vous a répété que vous l'étiez. Mhm. Ça va pas marcher du tout. On réalise en soi, on le sent bien, qu'on a un horizon et un univers dans lequel on peut rentrer, qu'on peut organiser, regarder, que son regard se transforme à travers l'intelligence, une forme d'intelligence qui correspond à cette observation, je dirais à cette philosophie du monde, par exemple, ou une interprétation du monde, et que tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Mais je veux dire, si tu reviens à travailler, à être dans cette dimension de l'expression de toi-même, tu vas retrouver celui à qui ça plaît pas. Mhm. Et je dis ceux à qui ça plaît pas, parce qu'il y en a un paquet. Donc ils vont pas t'aider à être... Mais il y a un moment donné, tu vas le commencer, cette exaltation ne va faire que grandir. Mhm. Ça va grandir. Et elle va être une puissance dans la réalité du nom que tu portes et de la vie qui est en toi. Pas dans une chose que tu construis pour te protéger des autres et de l'autre et de la violence du monde. Ce qui se comprend, on le fait tous. Alors tu parlais souvent, à juste titre, du sabotage qu'a été ma vie, et très justement, eh ben je pense que c'est bien que tu considères du sabotage qui a été la tienne d'un certain point de vue, parce qu'on arrive à vivre. Oui, oui. Moi, comme prof, j'aimais mon travail, je crois que j'ai été utile. C'est jamais total. Et Mais- j'arrive à justifier par ma fonction l'idée selon laquelle l'intelligence n'est pas l'élément central. Ce qui peut être interprété aux yeux de certains qui s'amuseraient à vouloir me réduire à peu de choses Oui. comme un symbole qui a du poids, alors qu'en vérité... Et moi, je crois que cette colère, elle était là pour ça d'ailleurs, à mon avis, a éteint ses dons et ses talents. Et tout d'un coup, tu t'aperçois que tu as une pensée pénétrante, que tu as et tu es né comme ça, hein, c'est pas une gloire. Et que tu as quelque chose, effectivement, qui est comme une soif, quoi, qu'il faut te désaltérer maintenant en vivant à la mesure de ta réalité, qui est là depuis que tu es né, qui est des dons et des talents qui sont incontestables. Oui, pour ça, il a fallu quand même faire avec la réalité du monde. Oui, oui. Et j'ai réussi, on va dire, à préserver l'essentiel. Oui, à préserver l'essentiel, mais à jouer le jeu tout de même, Oui. et à réussir à gagner selon les règles de la société imposées. Oui. On va dire que d'un point de vue extérieur, je suis un battant, un gagnant, enfin tous ces termes ridicules. J'ai réussi. Oui. Et ça a quand même un goût de l'eau de consolation qui dure jusqu'à un certain temps, parce que l'argent n'achète pas tout. Non. La célébrité, bon, je suis pas célèbre, hein, je veux dire, mais voilà, la réussite sociale, sous toutes ses formes, qu'elle soit d'être valorisée ou détestée, je tiens à préciser, c'est aussi bon d'être adoré que détesté, il n'y a que l'indifférence qui laisse à désirer, et ça atteint tout de même ses limites. Même si au cœur de mon métier, il y a une forme de transfiguration de la discipline, et où j'ai réussi à laisser s'immiscer une part d'intellect, enfin, d'expression de ma nature profonde, ça reste quand même une mutilation partielle de la nature de mon être, et j'ai le sentiment effectivement de sentir le poids d'un certain cloisonnement. Mais je ne refuse pas de m'y confronter, parce que j'essaye de voir cette réalité-là, et on en a parlé dès le 2e épisode, de la réalité de la structure émotionnelle qui ne fait que pointer vers nous-mêmes. Voilà. Et peut-être c'est beau ce que tu dis, parce que dans le fond, on réussit, entre guillemets, hein, mais on est un étranger à soi-même. C'est pas soi. On est exclu de cette réussite, alors que dans les apparences et dans le rapport aux autres, on se dit, tiens, comme tu dis, c'est un lot de consolation, sauf qu'on est ailleurs. On est quelqu'un pour les autres, mais on n'est rien pour soi. Voilà. Oui, c'est magnifique, tel que tu l'exprimes. Mais tu as trouvé des solutions, peut-être, c'est pas pressé non plus, mais qui puissent étancher ta soif. Oui. Parce que tu seras insatisfait aujourd'hui.
Parce que tu as fait sauter énormément de résistance et de crédibilité en ce qui te protégeait peut-être, mais te rendait étranger à toi-même sûrement. Mhm. Et qu'il va bien falloir que les talents, c'est la parabole des talents, puissent être porteurs de vie pour les autres, parce que d'abord, tu le fais vivre en toi. Et donc on est un peu sur la thématique finalement de la quête de sens. Hmm. Mais c'est marrant parce que c'est un petit peu comme ça- l'image que j'ai de la quête du sens, moi qui ai beaucoup joué à des jeux vidéo, à l'univers d'Heroic Fantasy, c'est comme si elle se trouvait à l'extérieur de soi, qu'il fallait parcourir le monde pour trouver sa raison d'être, alors qu'en réalité, nous portons en nous notre raison d'être, qu'un cheminement qui symboliquement prend la forme d'une distance physique, et en fait un cheminement intérieur qui n'est qu'une rencontre avec soi-même. Oui, oui. Et cette quête de sens, bah, je souhaite à tout le monde de se trouver soi-même et de se retrouver en réalité. Parce que voilà, c'est ça que je veux dire, se trouver soi-même, je pense que c'est une hérésie. On était déjà là, on était déjà, Ouais, comment dire, ouais, on était déjà à la maison en arrivant et on nous l'a fait quitter ouais. de force. Ah oui. Et, on reconnaît ça chez les gens qui désirent revenir chez eux, sont dans un inconfort certain, parce qu'ils sont à l'extérieur de la maison, et finalement la maison qui est soi-même est sécurisante, mais on n'y est pas. On n'est pas tout seul. Qui a dormi dans mon lit? Petit ours brun. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se construisent dans l'abaissement de l'autre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faudra leur dire que ça ne construit rien que le fait de s'abaisser avec l'autre. Et c'est tout ce que ça produit. Ils seront moins seuls, mais c'est même pas vrai. Oui. Ils seront encore plus seuls. Je pense, et c'est vrai tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est une belle chose aussi. Ouais, parce que oui, je repense à ta propre histoire dans la vingtaine où finalement tu as passé ta vingtaine à aller partout, à voyager. Oui, Ce que tu aurais pu sublimer sous la forme du voyage qui t'a permis de te rencontrer. ouais, Et finalement, tu le décris souvent comme une manière de perpétuellement te fuir. ouais, Et qu'il a fallu tenter inlassablement au détour d'échecs ouais. euh, de finalement réussir à t'adresser la parole. Oui, c'est ça. Parce que, parce que justement, jusqu'à présent, tu avais réussi Mm. dans la représentativité Mhm. d'une vie de famille professionnelle, jusqu'à ce que tout ceci t'échappe, et finalement qu'il ne reste plus qu'une seule personne dans la pièce à qui s'adresser, c'était toi. Oui, oui. Et c'est étonnant, je ne sais pas si dans le podcast j'en avais parlé, quand je suis arrivé à la frontière par la montagne, ce qui m'a valu quelques jours, une dizaine de jours. Ça s'est passé la nuit, quand je suis passé d'Irak en Iran. C'est la frontière c'est montagneux un peu, mais enfin, pas trop. Et il y a eu un événement qui m'a beaucoup appris, en fin de compte. J'en ai un peu parlé, je crois. C'est-à-dire, à un moment donné, j'avance, parce que j'avançais, je me dis, je savais pas où aller, il faisait nuit, je ne voyais rien. Et je m'enfonce dans une espèce de vase, hein, que je sens que je m'enfonce. Et je vais devant, enfin, je fais un pas en avant pour me sortir de là, je m'enfonce davantage. Alors je fais un effort pour revenir, là où c'était moins vaseux, et je vais en arrière, en me disant, je me suis fichu dans un... Et je m'enfonce aussi davantage, à droite, à gauche, devant. Et je suis passé, j'en ai parlé, mais j'aurais dû mieux en parler, dans le fond. À un moment donné, je vois des lumières, des lanternes, et des gens se rapprochent, et des chiens énormes, genre Doberman, tu sais. Et je suis dans ma vase, là, complètement. Il fait une nuit, mais noire. Et dans la lanterne, je vois des visages patibulaires, mais presque, comme dirait. Eh bien, les chiens, les patibulaires, je me suis dit, c'est la fin.
Et donc, ils m'ont pris, bon, pas méchamment, mais ils m'ont accompagné, je dirais, jusqu'à un camp où ils avaient tous des gueules, mais qui faisaient peur, quoi. Et d'ailleurs, je suis resté, j'ai pas dormi, je me disais, ils vont m'égorger dans mon sommeil, ces types-là, c'est pas possible. Et, euh, et le soleil s'est levé. Et j'ai vu un paysage, mais absolument merveilleux, avec des blés mordorés, enfin une beauté incroyable. Et mes gens patibulaires, c'était des braves paysans qui ont eu peur eux-mêmes de ce mec qui arrivait d'Irak comme ça, sans frontières ni rien. Et ça a été la vérité tout d'un coup, alors que j'étais dans l'illusion et le fantasme. J'étais comme prisonnier, y compris du regard, je voyais rien, c'était la nuit. Et là, le soleil se levait, tout était beau, et les gens m'ont vu, je les ai vus, et tout de suite, j'ai senti quelque chose d'une amitié vis-à-vis de moi et moi vis-à-vis d'eux. Il s'est passé quelque chose comme une résurrection à travers la réalité, parce que la réalité, c'était là. Le reste, c'était Les projections. des projections, et naturellement, je le vivais, disons, d'une manière naturelle, mais je ne voyais rien. C'était la vérité. C'est que je ne voyais rien. Et ce moment, je l'ai jamais oublié. Ce moment-là, où on n'a plus de regard que en raison du fait qu'on devient étranger à soi-même. Et il s'agissait bien d'une expérience et d'une rencontre des autres, dans le fond, de la création. Mon regard avec la levée du soleil était nouveau, mais il était nouveau à une réalité qui moi-même me ressuscitait d'une certaine manière, alors que j'étais à moitié mort. Et bon, après, j'ai suivi. Je veux dire, ils ont quand même. J'étais au temps du Shah d'Iran, alors et c'était pas tendre, hein. Bon, et donc ils ont quand même déclaré à la police que j'étais passé. Bon, et j'ai fait les 10 jours avant d'être expulsé en Turquie. Mais ce moment-là, où tout est nuit, où tu ne vois quoi que des images irréelles des choses, et pourtant que tu vois bien, et que tout est maquillage, rien n'est vrai en fin de compte. Mais il faut attendre que le soleil se lève pour que tu puisses le voir les choses. Et tu as raison de le dire, te voir toi-même à cette lumière-là, au lieu de rester dans ton rapport à toi-même, dans cette nuit dans laquelle tu te mets. C'est pour ça que je parlais de Brentano et de la révolution que ça a eu, les acceptions chez Aristote de l'être, qui avait révolutionné la pensée, y compris Freud, qui était son élève, et d'autres. Mais dans le fond, c'était le regard, c'est quand même incroyable par rapport au fait qu'il y a une détermination qui est une expérience émotionnelle à travers ce monde de la nuit, qui est le monde qu'on appelle de l'amour et du désir. C'est pas du tout de l'amour, c'est de la survie. Et l'autre, enfant, devient un danger pour soi, parce qu'il vous rappelle qu'on est dans cette nuit dans laquelle on a choisi d'être par peur de la réalité, de ce soleil qui pourtant illumine tout, mais on en avait peur quand même. Voilà. Et c'est un événement, un moment que j'ai pas oublié, et tu parlais de ça, oui. Cette nuit, c'est une nuit qu'on choisit aussi. Parce que je pense que la survie, c'est vraiment de devenir étranger à soi-même, parce qu'être soi-même est porteur de beaucoup de désillusions et de... Cette fragilité dans laquelle on se trouve, comme dans les sables mouvants. Ouais, c'est ça. Et tu t'enfonces, tu vois, tu t'enfonces. Mais la réalité, c'est que cette fragilité m'aurait porté vers la levée du soleil et la beauté du monde et la merveille qu'est la création. T'as tenté de te démener avec force et ça t'a enfoncé d'autant plus. Ouais, exactement. Comme si la providence et l'expérience me disaient, le monde, c'est pas qu'il est les autres, c'est pas comme tu le vois. Il est pas comme ça parce que tu veux pas le voir.
Et moi, je vais te dire comment il est. Et il te sort de la nuit simplement parce que le soleil se lève. Et c'est magnifique, hein, parce que c'est charnel, c'est réel et c'est naturel, l'expérience que j'ai eue. Eh ben, c'est tout ce que tu disais, que je trouve très beau, euh, c'est aussi ça, cette nuit dans laquelle tu trouves une espèce d'étranger à toi-même, dans la violence, dans les idées, dans cette composition qui n'a pas de réalité du monde. C'est fait pour avorter ce que tu portes aujourd'hui, ce que tu dis que tu es, qui est l'absolue vérité. Et ton regard va se transformer pour que tu te vois avec toi-même, avec plus de vérité. Et je pense que il s'agissait pour moi du monde extérieur. Mais c'était pas du monde extérieur, tu l'as dit tout à l'heure et tu avais bien raison, Hugo. C'était la manière dont je me voyais à cette époque-là. La nuit, c'est moi, c'est pas la nuit. Bon. Et c'est mon regard qui pouvait changer sur moi. Parce que l'avortement de soi, c'est un regard sur soi, où on collabore avec la violence du monde pour se protéger de lui. Et on collabore à sa propre destruction. Et c'est peut-être ce que tu dis aussi, je trouve, tu as une lucidité extraordinaire. Et c'est peut-être ça qui se pose à toi. C'est que toi, le soleil se lève dans ton regard, d'une certaine manière, sur toi-même. Et tu peux plus faire comme si c'était pas toi. Et la peur que tu avais trouvé que tu étais quelqu'un d'exceptionnellement intelligent ou sensible, eh bien, cette peur ne peut pas faire que tu avortes de cette réalité-là. C'est terminé. Et tu retrouves un regard du tortionnaire qu'est le monde. C'est pas que quelqu'un, c'est aussi le monde. Mais il te fait moins peur. Et au contraire, tu penses que dans cette vérité de toi-même et ce soleil qui se lève, il va être plus fort contre le monde lui-même. Donc tu t'autorises de naître. C'est ça, dans le fond, la pensée qui sous-tend quelque chose auquel je tiens, et que tu as dit toi-même, t'as pas besoin de moi, hein, tu l'as magnifiquement exprimé. Et dans le fond, au moment même où tu parles d'un questionnement, tu dis quelle est la réponse. La réponse, c'est il faut ta soif, et il faut boire. C'est-à-dire tu peux plus faire que t'as pas les dons, les talents que tu as, qui sont exceptionnels, et maintenant il va falloir leur permettre de naître et de vivre. C'est tout. Oui, c'est le fait que la place que je me suis attribuée, je ne me la suis pas attribuée tout seul. Et il faut que je réhabilite la véritable place qu'est la mienne, dans l'espace de mes désirs et de mes dons. Oui. Parce que c'est désormais une nécessité qui s'impose à moi par la vérité de mon regard Oui. sur moi-même. Oui. C'est cette seule vérité dont je pourrais avoir une forme de certitude. Et c'est du boulot, mais il est jamais évident déjà de se rendre compte que l'on est dans un sable mouvant. Et ensuite de savoir que lâcher prise est le meilleur moyen de ne pas finir englouti. Et oui, et oui, et oui, et oui. Voilà. La peur est plus forte. Je pense qu'il y a une peur en nous d'être une désillusion pour les autres. Je crois que c'est la souffrance la pire, c'est de sentir qu'on a déçu les autres. Et c'est la déception de soi, elle vient de cette déception surtout, de ne pas être comme les autres avaient envie qu'on soit. Et ça nous suit profondément. C'est pour ça qu'on parle de renaître quand on te dit, mais c'est pas la réalité. Il voulait être déçu, pour les raisons dont on a parlé souvent. Mais toi, tu n'es pas ce qu'il disait que tu étais. Ce personnage-là est un étranger. Tu es beaucoup plus beau et beaucoup plus porteur de vérité, de sens, et de talent et de dons
qui était quelque chose pour eux d'inacceptable. Tu réveillais en eux quelque chose qu'ils voulaient éteindre eux-mêmes. C'était ça la vérité. L'enfant est un intrus pour la plupart des hommes. Ils se sont installés dans la non-vie. L'enfant vient leur rappeler que la vie est autour d'eux et en eux. Il devient un intrus. Ça leur rappelle qu'ils se sont fuis eux-mêmes. Voilà. Et qu'ils continuent d'ailleurs à se fuir. Moi, je me souviens, sous ma fenêtre, j'ai vu un homme qui sortait de sa voiture et qui s'en prenait. Il ouvrait la porte de sa fille. Il s'en prenait à sa fille qui avait, 5 ans, 6 ans. Avec une violence inouïe. Toi, une violence. Elle dit, et elle répondait, oui, oui, oui. Et ça m'a donné envie de descendre. Bon, il était costaud, donc j'aurais pas pu faire grand-chose. Mais de lui dire... Mais il se parlait à lui-même, quoi. C'est ça qui est très difficile. Mais de voir cet enfant terrorisé, elle va porter le... Écoute, je trouve que tout ce que tu as à donner, c'est de ça. De prendre cet enfant par la main, plus tard évidemment, et lui rappeler qui il est. Et que ça, c'est en même temps merveilleux. C'est passionnant et merveilleux. Au boulot. Les vieux sont fatigués. Maintenant, il faut que tu... Ouais, chacun son tour. Oui. Bon, je pense qu'on a fait le tour d'ailleurs. D'accord. On est sorti des sables mouvants. Oui, oui. Merci. Pour entrer dans les sables émouvants. Merci pour ce soleil et l'amitié que tu m'as offert, mon cher Hugo. Elle est réciproque, mon cher Pierre. Voilà. Eh bien, à la prochaine. Oui, oui. Allez, salut. Salut. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas, hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord? Bon, relax.